Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Monia Mazik, je suis autrice, je vis à Ottawa et je viens de publier mon troisième roman qui s'appelle Farida. Alors le voici, c'est ça, c'est Farida, chez les éditions David. Avant la crise du Covid-19, je m'apprêtais à participer à plusieurs événements littéraires, salons du livre, comme le salon du livre de Sudbury, et malheureusement, tout a été annulé et on est maintenant en confinement à la maison. Mais ce n'est pas vraiment la fin parce que aujourd'hui, je vais pouvoir parler aussi bien de mon roman, Farida, comment je l'ai écrit, pourquoi et de quoi il s'agit, mais aussi j'ai une surprise pour vous parce que ce que je vais faire, je vais aussi cuisiner. Alors cet événement-là s'appelle le féminisme au fond de la cuisine. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce titre pour cet événement. Parce que le livre de Farida, en fait, c'est un livre sur la femme. Sur la femme qui s'appelle Farida. Mais aussi, c'est vraiment un livre de combat féminisme. Pas comme le combat, comme le conçoit peut-être aujourd'hui, avec des pétitions, avec l'utilisation des médias sociaux, mais un combat assez tranquille, vraiment dans les cuisines, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Farida, c'est le nom du personnage principal de mon roman. C'est une femme qui est née dans les années 30, mais dont la vie va être entre les années 40 et jusqu'aux années 90, dont la petite fille va immigrer au Canada, et donc il y aura aussi une partie du livre qui parle de sa petite fille, Leila, qui vient au Canada. Alors, Farida est une femme qui est née dans une société, disons-le franchement, patriarcale, une société aussi pas toujours facile pour les femmes, où chaque femme a une place bien déterminée, et dès qu'elle essaye d'avoir une autre, ou de chercher une autre place, ou de donner un autre sens à sa vie, elle est encore une fois remise à sa place. Ce n'est pas aussi un livre qui est vraiment ancré dans l'histoire ou vraiment dans une période bien déterminée. C'est un livre dont les thèmes sont encore d'actualité aujourd'hui, surtout dans un contexte de libération de la parole féminine. Donc, j'imagine Farida est vraiment une avant-gardiste. C'est une femme qui a voulu libérer sa parole même avant le mouvement MeToo. C'est une femme aussi qui a eu une relation assez, disons, complexe avec la cuisine. On imagine une femme dans les années 40, dans les années 50, qui n'a d'autre place que la cuisine, où une grande partie de sa vie se passe en cuisine. Farida n'est pas une grande cuisinière, n'est pas une bonne cuisinière, et donc ça fait que on est vraiment dans l'ironie ici, entre les clichés qu'on pense de certaines femmes et vraiment la réalité qui est tout autre. Mais il n'y a pas seulement ça dans le roman Farida. Il y a aussi la politique, il y a aussi l'évolution de la société, il y a aussi l'éducation. Farida est une fille qui a quand même eu la chance d'aller à l'école, mais sa cousine Fatma n'a pas eu cette même chance. Donc on peut voir comment est-ce que l'éducation des filles va vraiment jouer un rôle dans la vie future de ces deux femmes. Il y a aussi tous les événements politiques, donc la colonisation, donc les Français qui colonisaient la Tunisie, parce que c'est ça, je ne sais pas si je l'ai dit ou non, mais Farida se déroule en grande partie en Tunisie. Donc la colonisation ou le protectorat français,
est vraiment bien présent dans le roman de Farida. Et plus tard, l'indépendance et tous aussi les autres événements, le changement de régime politique donc, qui arrive. Et bien évidemment, l'immigration de la petite fille de Farida vers le Canada. Et donc toute une nouvelle génération qui découvre d'autres cultures, qui découvre d'autres pays, dont je parle également dans ce roman. Le roman de Farida parle aussi, même si Farida n'est pas une bonne cuisinière, parle de cuisine. Il y a vraiment certains passages où on est ou bien dans la cuisine, où on évoque des thèmes de nourriture, d'odeur, de parfum, d'épices. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire deux choses. Alors la première, je vais lire quelques passages que j'ai choisis pour vous du roman Farida. Et la deuxième partie va être aller en cuisine ensemble. Donc je vais confectionner un plat, pas vraiment un plat, disons une entrée typiquement tunisienne qui s'appelle des briques. Donc on va faire une brique. Pas les briques qu'on va utiliser pour construire les maisons, mais une brique, et je vais vous dire de quoi il s'agit. Et donc, la première partie, je vais lire, et la deuxième partie va être vraiment cuisinée avec Monia ou avec Farida, comme vous voulez. Ce roman-là, je l'ai écrit parce que la question des droits des femmes, les questions de l'émancipation des femmes me préoccupe et je me suis toujours demandé, est-ce que vraiment aujourd'hui les femmes, leur situation, leurs droits sont vraiment améliorés comparément à nos mères, à nos grands-mères? La réponse peut paraître évidente, automatique, oui, mais il y a aussi, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a eu parfois des revivrements, parfois une certaine, malheureusement, un retour en arrière et beaucoup de fragilité. Donc, oui, les droits sont là, mais malheureusement, parfois, ils sont ou bien confisqués, ou bien ils ne sont pas vraiment bien utilisés ou bien expliqués. Et donc, c'est un peu pour cela que je me suis intéressée sur qu'est-ce qui s'est passé depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est rajouté, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, qu'est-ce qu'il y a eu de bien et qu'est-ce qu'il y a vraiment malheureusement est resté dans nos sociétés aujourd'hui comme bagage, ancien bagage. Alors je vais commencer par lire l'un des premiers chapitres, en fait quelques pages du deuxième chapitre, et c'est Farida qui parle. Donc et elle vient de se marier. Et donc là, elle raconte une cérémonie qui s'est passée juste une semaine après son mariage. Le regard de toutes les femmes me dévorait. J'étais assise au milieu de notre cour intérieure, sur le banc bleu qui pour l'occasion était orné de coussins brodés à la main. Notre citronnier n'était pas loin. Les citrons n'avaient pas encore pris cette couleur jaune qui les rendait semblables à de petites boules d'or éparpillées dans un bain de verdure. Bientôt, ils le seraient et finiraient leur courte vie pressés dans une limonade qui étancherait nos soifs d'été. La troupe musicale que Kamel avait louée pour fêter notre 7e jour de noces et dont il n'a pas cessé de vanter les mérites devant Baba et mes tantes comptait 3 hommes, tous cachant leurs yeux derrière de grosses lunettes noires. Celui du milieu jouait du oud et chantait d'une voix mélodieuse. Assis à sa gauche, un autre tenait une darbouka sur l'une de ses jambes et de l'autre main donnait des coups rythmés et saccadés sur l'instrument. Le dernier membre du groupe frappait le tar, un tambourin entouré de petites cymbales qui dansent au rythme de la chanson. « Es-tu sûre qu'ils sont aveugles ?» avait alors fait remarquer tante Zohra. « Peut-être qu'ils font semblant de l'être, et qu'en réalité ils vont se rincer les yeux en regardant toutes nos invitées. »
Salli ala nabi, ya khalti Zahra. Jamais je ne ferai une chose pareille. Ce sont des musiciens juifs, ils sont aveugles et tout le monde ne parle que d'eux ces jours-ci. Leurs chansons et leur musique sont formidables. Tante Zahra avait marmonné une prière. L'expression de son visage signifiait qu'elle n'était pas convaincue par les paroles rassurantes de Kamel. Mais son esprit était déjà évadé. Il fallait tout préparer pour ce 7e jour. Toute la famille serait présente pour ce 7e jour. Toute la famille serait présente pour partager notre bonheur. Tout le monde me voulait heureuse. Personne ne se demandait si je l'étais vraiment. Et pourtant, il fallait juste me regarder bien dans les yeux pour voir que ma tristesse était infinie. L'éclat de mes yeux était éteint depuis le jour où le notaire m'avait présenté le contrat de mariage et demandé devant Baba, assis à mes côtés, et devant toutes les femmes invitées qui remplissaient notre salle de séjour, si j'acceptais Kamel comme époux. Kamel attendait dehors avec les hommes. De loin, je le voyais souriant, bombant le torse comme un bélier prêt au combat. Ses souliers neufs achetés au magasin de chaussures italiennes chez Carlo, le plus cher de Tunis, lui donnaient un air encore plus orgueilleux. Je portais un burnous blanc léger, dont la capuche pointue me couvrait les cheveux. Tante Haneni me donna un joli miroir au bord argenté pour que je le tienne dans ma main et que je fixe mon visage. « Regarde ton beau visage, ça va te porter bonheur, m'avait-elle dit. J'ai scruté mon visage, et tout ce que j'ai vu étaient mes yeux, éteints, malheureux, vaincus. Pas une trace de bonheur. Seule, j'étais incapable d'affronter mon père. Même mon frère Habib, qui aurait pu être mon allié naturel, était indifférent à mon sort. Seule sa vie comptait pour lui, ses études et ses lectures lui suffisaient. Il tirait son double avantage de son statut de fils unique et de mâle. Et moi, la fille, je n'existais que pour le mariage. Le notaire, un homme aux manières féminines, douces, s'était tourné vers moi et m'a dit « Ferida, fille de Sila Aroussi ben Mahmoud, est-ce que tu acceptes Kamel, fille du cheikh Salah ben Mahmoud, comme époux, selon la loi de Dieu et la tradition de son prophète ?» Les filles de bonne famille ne répondent pas quand le notaire leur pose cette question, parce que quand on aime un homme, il ne faut pas le dire, c'est impoli. Seules les filles de mauvaise vie parlent de ces choses. Mes tantes m'ont appris la leçon de manière subtile, toutes comme elles ont appris les choses elles-mêmes, tout comme elles le voulaient les traditions et nos mœurs. Et pourquoi je ne serais pas comme Cosette, l'héroïne de Victor Hugo qui finit par épouser Marius, le jeune homme qu'elle aimait? Pourquoi dire oui à un ignorant qui ne comprenait jamais le monde dans lequel je me retrouvais chaque fois que je me plongeais dans la lecture d'un livre, un homme rancunier et arrogant qui n'aimait que sa personne? Mon silence à la question du notaire était passé inaperçu, et les invités l'ont interprété comme si j'étais trop gênée pour donner mon accord. En réalité, je n'avais rien à dire. Mon silence signifiait que j'avais perdu la bataille d'avance, une bataille inégale que je n'avais aucune chance de remporter. Donc ça, c'est quelques pages du 2e chapitre. Je vais passer à quelque chose, disons, un peu plus léger. Ça parle... Ça parle de retrouvailles un peu tristes, mais je vais lire un petit passage où Farida va rencontrer sa cousine et c'est comme ça qu'elle va le décrire. C'étaient les retrouvailles de nos chairs, l'une contre l'autre, qui me soulageaient. Des retrouvailles qui se souvenaient du temps où les deux baignaient dans le liquide chaud de mon... En fait, ça c'est un passage où le fils de Farida va parler de sa mère. En fait, ça c'est Farida qui va parler de son fils Taoufik. Et elle raconte, elle décrit un peu ses souvenirs.
C'était le retrouvailles de nos chairs, l'une contre l'autre, qui me soulageait, des retrouvailles qui se souvenaient du temps où les deux baignaient dans le liquide chaud de mon cœur. Les mots n'arrivaient que faiblement à mes oreilles, ils n'importaient plus. Et puis, il y avait les visites des voisines. Une soupe aux légumes, une crème aux noisettes, du thé à la menthe, la douceur des aliments qui calmaient mes émotions et irriguaient mes veines. Chaque jour, elle me faisait cadeau d'une saveur, ces saveurs que je n'ai jamais pu reproduire dans ma vie, ces saveurs qui ont disparu avec la mort de ma mère et que je n'ai jamais pu retrouver en rentrant dans la cuisine pour préparer à manger. Je n'ai jamais eu l'aisance que Fatma et plein d'autres femmes dans ma famille avaient. Ma passion était ailleurs, dans les mots et les livres, dans la contemplation et le silence, dans la poésie et la sensibilité. Entre-temps, j'ai laissé ma vie décrépir. Le malheur a pris le dessus sur moi, et le bonheur, dont je connaissais les contours seulement à travers mes livres, s'est graduellement effrité. Donc ça, c'est un peu Farida qui parle, une fois vieillie, parle de sa vie et parle de son fils, mais parle aussi de son rapport à la nourriture, à la cuisine. Et finalement, un petit passage où on va entendre son fils, Taoufik, qui parle de ces fameux briques dont on va faire bientôt l'expérience, donc on va les réaliser. Donc il parle de Fatma, la cousine de sa mère. Rien, sauf Fatma, la cousine de ma mère, celle que j'appelais tante Fatma. Elle est restée fidèle à leur enfance, à leur complicité, à leur malheur commun. Tante Fatma savait très peu lire, et encore moins écrire, mais elle savait lire les yeux et les cœurs. Elle m'a toujours traité comme son propre fils, et m'a toujours préparé les mets que j'adorais, et que ma mère ne savait pas cuisiner. Toutes les briques à l'œuf que j'ai mangé chez elle, et la matfouna aux tripes et aux boulettes de viande, qu'elle insistait pour me faire manger jusqu'à la dernière bouchée, avec un filet de jus de citron. Toujours propre, toujours bien soignée, et surtout prête à m'offrir des plats et son affection. Donc ça, c'était quelques passages du roman Farida. J'espère que vous allez l'acheter. Donc il a été publié chez les éditions David. Et pendant ce temps de confinement où on a vraiment assez de temps pour lire et pour faire plein de choses, donc ce serait une façon d'encourager les auteurs pour continuer à faire leur travail artistique et littéraire et vous l'apporter jusque chez vous. Donc là, je vais me déplacer pour faire une petite expérience avec vous. Une expérience très typique, donc un plat, disons plutôt une entrée tunisienne, confectionnée avec des feuilles, qu'on appelle ça en tunisien malsouqa. Ça va avoir différentes appellations dans d'autres pays du Maghreb ou aussi du Moyen-Orient. C'est une pâte très très légère, très très fine, confectionnée à base d'eau et de farine. Et aujourd'hui, vous pouvez la trouver dans les supermarchés du Moyen-Orient ou des supermarchés qui vendent des produits du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord. Et donc là, je vous invite à venir avec moi devant ma cuisinière pour faire une brique ensemble. Alors, me voici devant la cuisinière, devant les feuilles de brique. Donc, c'est ça, les feuilles de brique. C'est vraiment une pâte comme similaire à du filo, à la pâte filo. Et je vais faire une seule brique. Donc, c'est appelé BRIK. C'est un nom en fait d'origine tunisienne. Donc, parfois c'est féminin, parfois c'est masculin, mais moi je vais l'utiliser comme féminin parce que en Tunisie on dit une brica, donc c'est féminin. Et j'ai préparé du fromage râpé, donc vous pouvez utiliser du parmesan, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un peu de fromage cheddar que vous râpez finement. Alors il faut des capres, voici c'est ça les capres.
quelques capres. Là, j'en ai beaucoup pour plusieurs briques. Du thon. Bon, l'idéal, c'est d'avoir du thon tunisien, mais vous pouvez utiliser du thon qu'on vend ici au Canada dans les supermarchés, du thon italien, c'est un peu proche. Aujourd'hui, j'ai du thon blanc, mais bon, je n'ai pas vraiment le thon idéal, disons. Et du papier essuie-tout pour qu'on puisse égoutter parce que ça prend de la friture, donc c'est très important. Et un peu de citron pour pouvoir manger de l'abricot plus tard. J'ai mis de l'huile végétale, donc ou bien de l'huile de maïs ou de l'huile de canola dans une petite poêle pour chauffer. Donc c'est important cette étape, il faut que l'huile soit assez chaude pour qu'on puisse mettre la brique dedans. Et bien sûr, il y a un œuf, donc il n'y a pas de brique sans œufs. Donc, c'est très important, l'ingrédient, les œufs. Je vais commencer par... Donc, il faut garder les briques quand même couvertes avec un tissu parce que ça sèche assez rapidement. Donc, je vais plier ma feuille de brique. Et ça, c'est quand même... je dirais pas que ça peut être une option, mais c'est quand même... on peut la faire de deux manières. Donc ça, c'est la manière, disons, la plus orthodoxe. Et la manière la plus facile, c'est d'utiliser juste toute la feuille et de la plier en deux seulement. Je vais vérifier en mettant un tout petit morceau si mon huile est assez chaude. Donc c'est assez chaud. Je vais juste réduire un peu la température. Et je vais avoir... je vais la retirer, sinon ça va être brûlé. Donc je vais mettre ça ici. Et j'ai 2 cuillères de fourchette pour que je puisse mettre... Donc, alors, je vais juste mettre un peu de thon de ce côté-là. Donc, on peut mettre comme on veut, remplir, disons, une cuillère à table. Mettre quelques capres. Donc, si on les aime, on peut ne pas en mettre si on n'aime pas les capres, mais ça donne un goût méditerranéen, un peu quand même. Mettre aussi un peu de fromage. Donc râpé. Moi j'ai utilisé du gruyère. Vous pouvez utiliser du parmesan, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage que vous avez. Ça c'est l'étape la plus difficile. On va casser l'œuf et on va transporter tout ça pour le mettre sur la poêle. Alors, c'est le moment de vérité qui arrive. Voilà, donc notre œuf a été ici mis. Donc là il faut vraiment tenir bien et la transporter et la mettre, voilà, je vais juste réduire un peu parce que, et je vais mettre de l'huile chaude sur ma brique, voilà. Ma poêle est un peu assez petite, mais bon, je l'ai choisie parce que je fais parce que je suis en train de vous la montrer, mais généralement vous pouvez utiliser une autre. Et je vais retourner ma brique. Si vous voulez que votre œuf soit mou, donc il faut que l'huile soit bien chaude et vous pouvez retirer votre brique dès qu'elle est vraiment comme ça. C'est quand même pas mal couleur dorée, plus ou moins. Si vous voulez votre œuf plus dur, il faudrait mettre
l'huile assez à température plus ou moins basse pour que l'huile ne soit pas assez chaude et pour que la feuille ne soit pas dorée rapidement. Donc ça prend un peu de temps. Là, je vais examiner ma brique de ce côté. Elle est pas mal bien cuite. Mon œuf ne sera pas vraiment dur, donc il sera mou à l'intérieur. Et voilà, là, je transporte doucement ma brique sur le plat avec un papier essuie-tout pour absorber l'huile. Et voilà, donc on va juste faire... Et on va mettre... Donc les briques doivent être mangées vraiment assez chaudes. C'est un plat qu'on va manger juste après la rupture du jeûne, mois de Ramadan. Et donc on peut faire comme ça, on peut tenir la brique et on peut la manger à crunch, rapidement alors qu'elle est encore chaude. Il faut faire bien attention si l'œuf est molle, donc il faudra faire attention pour le gober un peu pour qu'on ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous allez un jour peut-être essayer de faire des briques tunisiens à la maison. Et surtout, ce qui est important, c'est pouvoir lire le livre Farida, mon 3e roman qui a été publié chez les éditions David. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour votre intérêt. Et je remercie le Salon du Livre de Sudbury pour avoir accepté cette initiative et pour m'avoir donné l'occasion de vous parler de ma cuisine, donc le féminisme du fond de la cuisine avec Monia Mazik.